Boum, deuxième apéro du jour. Sur une seule série, cette fois-ci, la seule série qui a joué à l'Est la nuit dernière, qui est à 1 partout. Et vous avez vu, pas de spoiler dans le titre. On a été carré là-dessus. Bon là, attention, si vous n'avez pas encore vu le match, tout, on est comment. Voilà, on a déjà sorti une vidéo pour midi, là on est plus en fin de journée. Tranquillou bilou, pour analyser ce petit Celtics Sixers après 2 matchs, parce qu'on n'a pas analysé le premier match, donc on va parler un peu du premier match également. 2 matchs qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Pas vraiment. Donc, non, on est d'accord, c'est quand même. Et avec pas mal de choses intéressantes à noter, avec des Celtics qui étaient et sont toujours les gros favoris de cette série, il faut quand même pas déconner. Mais un petit chiage dans la colle là à la maison au game 2, donc avec Simon on s'est dit que ça valait le coup d'en parler. On va faire comme d'hab. Je te file le mic dans 10 secondes, Simon. On va parler rapidement du match 1 et de ce qui s'y est passé. Et ensuite, on va revenir sur les éventuels ajustements qui ont été faits ou les changements d'un match à l'autre qui expliquent. Puisque vous savez qu'il faut tout expliquer maintenant. Donc, on va expliquer pourquoi les Celtics ne mènent pas de 0 alors qu'ils avaient défoncé les Sixers au Game 1 et qu'on avait la sensation qu'il y avait une équipe de départ et une équipe de NBA, un peu, tu vois. 123-91, le score exact du Les Sixers qui n'ont pas joué l'Embiid au match 1, qui n'ont toujours pas joué l'Embiid au match 2, on n'a pas de nouvelles vraiment. Moi, j'ai pas vu en tout cas de choses popper là sur un Joel Embiid qui reviendrait lors des 2 prochains matchs à la maison qui vont avoir lieu donc à Philadelphie. Simon, toi, donc après ce match 1 qui, je le rappelle, a été une vraie fessée de la part des Celtics qu'ils ont mis aux Sixers, qui ont paru sans défense, c'est le cas de le dire, et difficilement capables de bien attaquer la défense intelligente des Celtics, qui défendaient très bien le pick and roll et tout. Là, tu m'en parlais, match 2, physionomie complètement différente. Alors, les choses dans l'ordre, on va commencer par le match 1. Je pense, et je ne suis pas le seul, qu'après ce premier match, qui était finalement une confirmation qu'il y avait, en tout cas pour tout le monde à ce moment-là, une classe d'écart entre les deux équipes et qu'on voyait un prétendant à la couronne suprême, au titre, tout simplement, et une équipe sortie de play-in et limitée par l'absence de son franchise player, même si, qui rendait leur attaque prévisible et tout ça, quoi. Et la sérénité, c'est le mot, je trouve, le plus important de Boston dans cette série, paraissait pour tout le monde. Alors, moi j'ai par exemple pronostiqué un sweep avant, après le match 1, mais il y avait cette idée que Boston allait tranquillement gagner le match 2, disons ça comme ça. Ouais, si on sait pas à l'avance, on ne sait pas évidemment à l'avance l'issue des matchs, mais après ce premier match, c'était difficile d'imaginer comment, et c'est ce qu'on va expliquer, comment Boston aurait pu perdre le match 2. Et je dis bien Boston perdre le match 2. Après, on va rendre hommage aussi à Philadelphie. Parce que, et on va venir au match 2, ils ont fait dans ce match 2 quelque chose qui, je pense, met assez vite. Alors, peut-être pas en PLS, mais doit au moins de l'urticaire à la Celtics Nation. Parce qu'on retrouve un schéma qu'on a déjà vu en fait l'an dernier, notamment contre les Knicks. C'est-à-dire que le Mazzulo Ball et le fait d'artiller à 3 points plus que de raison. Quand ça rentre, ça donne l'impression, c'est vraiment les 2 revers d'une même médaille. Dans le match 1 notamment, ça rentre, t'as l'adresse et tout, t'as l'impression que tu peux rien faire parce qu'il y a des 3 points qui tombent régulièrement, les écarts sont vrai. Mais dès que ça tombe pas et que Boston insiste là-dedans, et insiste sans trop de mouvement de balle en plus. Et puis parce avec que c'est important comme l'adresse est pas bonne, mais si vous avez pas vu le match, allez checker. Il y a pas mal de tirs. Il y a des tirs ouverts qui rentrent pas, donc ça arrive. Mais t'as aussi pas mal de tirs où Jaylen Brown, en fait, il a lâché la balle à personne et il essaye son petit truc, son machin derrière un écran un peu ISO et il prend pas un si bon tir. Donc quand il le met, on ferme notre gueule. Et là, ça rentre pas trop. Ça crée un petit cercle vicieux parce qu'effectivement, le Mazzulla Ball te demande une circulation de balle pour trouver des 3 points. Quand tu commences à pas les mettre, mais que tu dois rester sur le plan de jeu, c'est compensé un peu par de l'ISO. Et souvent je trouve des shoots en fin de possession qui sont effectivement plus faciles à défendre parce que d'un coup tu crains moins l'extra passe ou alors tu l'as rend téléphoné et on a vu des pertes de balles, des interceptions, donc tu alimentes, c'est pour ça que j'appelle ça un jeu à cercle vicieux, tu alimentes aussi des paniers faciles pour l'adversaire, des transitions, des contre-attaques. Il y a trop de passes haut sur le terrain pour aller retrouver des 3 points et Maxi là-dessus s'est régalé et on le voit aussi, pas d'alternance avec du jeu intérieur. Pas de point de fixation dans la raquette et pas non plus de drive and kick, de choses comme ça, pas de vraies passes de pénétration qui viennent. C'est trop du swing pour des 3 points.
un peu trop à l'extérieur sans aller toucher la raquette. D'ailleurs, ça s'illustre bien ce que tu es en train de dire, Simon. Regarde, je mets la box score du match là que vous pouvez retrouver sur Trash Talk, les box scores. Vous avez même la petite colonne qui va bien, la petite colonne score TTFL pour ceux qui jouent à la TTFL là, pendant les playoffs. Pour illustrer ce que tu viens de dire, là on voit là, dans les stats de Boston, on voit que Boston a pris en tout dans le match 99 tirs. 89 tirs, pardon, c'est les yeux de vieux moi. Et attends, 50. Il y a 50 tirs. C'est largement plus de la moitié, c'est trop. Ah, c'est 60% de tes tirs. Et quand tirs. t'en mets que 13, ça veut dire quand même que t'en rates un paquet. Donc t'en as mis que 26%, donc c'est dégueulasse. 37 3 points ratés. Tu sais que ça, c'est du Houston. C'est beaucoup. Et surtout que, du coup, conséquence un peu plus ou moins directe de ce style de jeu, c'est que tu vas chercher que 18 lancés. Ouais. Alors que tu as une équipe... Je veux dire, ok, Adem Bona et Drummond sont des mecs musculeux, capables athlétiquement. C'est pas non plus des protecteurs de cercle de fous furieux. C'est des mecs que tu peux jouer. Les arrières et les ailiers des Sixers sont des défenseurs, genre Edgecombe est un défenseur capable, Kelly Oubre ou Paul George. Mais c'est pas des mecs qui t'empêchent d'aller au cercle, quoi. Non. Et ce que je veux dire, c'est que si Boston n'a que aussi peu de lancers francs dans ce match, c'est pas parce que les Sixers font une défense tellement incroyable et tout sans faire faute, c'est parce que les Celtics n'agressent pas assez. Et quelque part en faisant ça, ils font le jeu des Sixers. Et c'est ce qu'on a vu dans ce match 2. Parce que dans ce match 2, tiens, je vous remets les stats. Les Sixers, elle est où la colonne lancée? Voilà, tiens, ils ont que 11 lancés eux aussi. Les Sixers, c'est pas une équipe qui va tellement lancer non plus sans Embiid. Sauf que par contre, les Sixers, ils ont déjà un pourcentage de tir à 3 points par rapport au pourcentage de tir global un petit peu plus raisonnable. Et ils tournent à quasi 50%. Et par contre, ils tournent à quasi 50%. Et là, tout de suite... C'était un peu incandescent quand même aussi, les Sixers. On va y revenir, mais... non, mais bien sûr, complètement d'accord. Mais c'était pour illustrer ce que tu venais de dire. Les Celtics sont forcés sans trop faire bouger la balle, dans des tirs à 3 points qui, même ouverts, ne rentraient pas trop. Alors, je te parle même pas des tirs contestés, en gros. Quoi. Non, mais c'est ça. Voilà. Moi, je reviens là-dessus. C'est la stat pour moi du match. 37 3 points ratés sur un match où tu en prends environ 90 shoots. Tu prends 89 tirs, dont tu 50, choisis, dont 50 à 3 points et t'en rates 37. Tu choisis, entre guillemets, de donner une belle barre au chien, je trouve, en faisant ça. Ah, je suis d'accord. Et petite stat comme ça derrière, ils ont le record, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà fait le coup contre les Knicks. Alors j'ai renoté ça, c'est 45 3 points ratés l'an dernier contre New York dans le match 1. Tu sais, le match qui menait de 16 points et qui perdait tout. Et dans le match 2 contre les Knicks, ils avaient aussi fait un 10 sur 40 à 3 points, donc à nouveau 33 points ratés. Et ils avaient perdu les 2 matchs alors qu'ils avaient de l'avance par, on va dire, le fait d'être peut-être trop disciplinés par rapport au plan de jeu. De ne pas désobéir entre guillemets au plan de jeu, de continuer à jouer les maths entre guillemets et la fréquence des 3 points en jugeant que en gros le chiffre magique, je crois que c'est si tu mets 33% et que tu prends plus de 43 points dans le match, bon, il y a un truc qui se crée. On le sait que c'est le Mazzulla Ball qui est une espèce de money ball dégagé et que normalement les Celtics ont l'intelligence de bien l'exécuter. Là, ce qui m'a surpris, c'est le manque d'intelligence justement des Celtics. Je comprends, je suis d'accord, mais tu vois, moi sur ce match 2, je suis comme toi, le fait que ça force à 3 points, les tirs un peu contestés, parfois ça fait pas assez circuler le ballon avant un tir, alors que la défense des Sixers peut assez vite être déséquilibrée. Ils la font pas assez bouger. Ouais, je suis d'accord, mais je pense que Boston, même en shootant comme ça, aurait pu être plus dans le match. Moi, ce qui me travaille un peu, tu vois, c'est quand tu prends des petits outils. Attends, où est-ce que je l'ai mis? Voilà, je l'ai mis ici. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle là, je suis sur ESPN, le game flow. On peut se rendre compte que la ligne en pointillé noir, là, c'est la ligne des Sixers. Donc en gros, au premier mi-temps, il y a un moment où les Celtics, t'as vu, ça mène de 13. On est au tout début du match. Après, les Sixers recollent. Là, on est tout serré. Et puis, dès le début du troisième quart, les Sixers passent devant et ils ne lâchent pas cette avance. Tout à fait. Voire sur la fin de match, ils la font carrément exploser. Tu vas nous en parler, Simon, mais là, ils vont carrément lâcher, les Celtics. Là. Ils prennent un blitz et ils lâchent. Ouais. Et ce qui me saoule, moi, là-dedans, c'est ce qu'on a regardé tout à l'heure tous les deux, un mec qui avait découpé les pick and roll des Sixers et tout. Plus que l'attaque des Celtics, c'est leur défense, moi, qui m'a saoulé. Parce que les Sixers sont venus avec un plan de jeu assez simple. En attaque, là je parle. Ouais. C'est en gros par leur force arrière, surtout Maxi. Edgecombe fait un gros match aussi. Les deux mettent 59 points. Mais Maxi a peut-être un peu plus, il a plus de passes décisives.
Dans les stats exacts, c'est 59 points les deux, 29 points, 9 passes pour Maxi, 30 points, un tir bon pour Edgecombe. Mais Maxi un peu plus à l'initiative. Edgecombe extrêmement propre, Ouais, Maxi un peu moins propre parce qu'il prend des shoots en pull-up un peu plus difficiles et il a plus la balle en main. Rôle plus dur, plus de responsabilité, bien sûr, les passes. C'est normal. En gros, pour aller vite, mais ils écartent Drummond pour avoir un 5-out. Drummond vient soit écarter, soit porter un écran, le plus souvent un écran dans l'axe ou pas loin. Soit il y a directement du drop. Il y a des pré-screens. Il y a beaucoup de pré-screens dans le jeu de Nurse. Il y a des pré-screens, mais parfois il n'y a même pas besoin. Pré-screen, c'est par exemple Paul George qui va amener Oubre, qui va faire un écran à Vucevic. Paul George va pas amener Oubre, Paul George va amener Jalen Brown ou Tatum, quoi. Et Jalen Brown est obligé, c'est à lui du coup de défendre et de sortir, ce qu'il ne fait pas sur le pivot, quand le pivot vient amener l'écran. Ouais. Et on sent bien que les Celtics ont très envie de drop un maximum, même sur Maxi qui est un vrai shooter à 3 points, parce que ce qu'ils veulent à tout prix éviter, c'est Maxi qui passe l'épaule et qui vient dans ta raquette te foutre la misère. On peut comprendre. Sauf que là, moi, là où je suis déçu, c'est que j'ai trouvé cette défense sur les pick and roll des Sixers qui, en l'absence d'Embiid, ça réduit quand même pas mal leur système. Donc jouer du pick and roll autour de Maxi, autour d'Edgecombe ou autour de Paul George devient l'option numéro 1 des Sixers. J'ai pas la stat, je sais pas. Je sais pas sur leur nombre de possessions. Je sais pas combien de pick and roll les Sixers ont lancé, mais tu sais que le pourcentage de pick and roll par rapport au nombre de possessions, il doit être balèze, il doit être béton. Et ces pick and roll, c'est là où toi tu disais il n'y a même pas besoin parfois d'un pré-screen. Je suis assez d'accord. Parfois il y a un écran, Maxi pose 2 dribbles et soit il est ouvert, il pull up, soit il lâche la balle à 45 degrés à Edgecombe, qui est tout seul ou pas tout seul, mais en tout cas qui est suffisamment ouvert pour shooter. Et ça, c'est la défense des Celtics que j'ai trouvé un petit peu suffisante. Mince, j'allais un petit peu trop large, un petit peu trop lâche dans le côté lâché du lest. Un peu laxiste. Ouais, un peu laxiste. Et pas de peau. Non seulement ils n'ont pas très bien attaqué, ils sont un peu mis la tête dans le mur, mais en plus de l'autre côté, là, tu étais dans un soir où et Maxi, et Edgecombe, et même Paul George étaient plutôt adroits. Donc là, t'es dans la merde, tu te prends, comme tu disais Simon, là, 48% de 3 points. C'est vénère les pourcentages. C'est un peu perturbant quand t'es observateur, pas seulement fan des Celtics, pour ceux qui le sont, mais observateur de la série, de se dire qu'un plan aussi simple, certes efficace, mais un plan aussi simple a suffi. Donc ça suffit à de perturber une défense qui a mis du temps. Et sur la fin, Keita, effectivement, a arrêté par exemple de dropper, mais ce qui se passe dans ce cas-là, c'est pour ça aussi qu'au départ, ils choisissent de dropper, il s'écarte, enfin il vient au niveau de Maxi pour protéger le 3 points, mais du coup Maxi étant hyper rapide, il contourne, et il vient provoquer une aide, par exemple c'était Tatum plusieurs fois dans le coin, et du coup il kick out dans le coin, et Oubre il a des shoots, mais fauteuil. Au passage, soulignons les très grands progrès de Tyrese Maxey en lecture de jeu sur demi-terrain. Ça je me le suis noté. Franchement... respect, parce que ok là on critique la défense de Boston, il y a quand même Derrick White, il y a Jalen Brown, il y a Tatum, il y a un mec comme Keita qui est quand même un défenseur intérieur sérieux et tout, et puis il y a une défense collective normalement et dès qu'on lui lâche un petit machin il l'utilise Maxi il l'utilise, ça là-dessus respect. Ce que je me suis noté, son combo vitesse, adresse, lecture de jeu commence à être assez unique et spécial dans la ligue, parce qu'il va tellement vite même sur la lecture du coup que sur un coup de rein, sur l'aide, et sur l'aide, par exemple, on l'a vu plusieurs fois de Tatum, ça va tellement vite, Maxi au dribble et à l'exécution de la passe, que ce que souvent font les ailiers, c'est-à-dire d'être à mi-chemin entre deux et de revenir aider. Là, t'as pas le temps de revenir sur le shooter. Non. Maxi va trop vite. Non, il va trop vite et il lâche vraiment les balles dans le bon timing. Comme tu disais, Oubre fauteuil et tout. Edgecombe a eu pas mal de fauteuils. Au passage, soulignons également la très grande qualité de Vijay Edgecombe pour son deuxième match de playoff seulement. C'est que son deuxième match de playoff. C'est que lui, il a quand même il a le gène star. Waouh, sans ballon, super. Et en plus là, il a mis les tirs, mais déjà d'une manière générale, il se place bien, il dégaine, il a pas peur. Ensuite, contribution pour venir aider son équipe au rebond, super. Ça, c'est quand t'as ton arrière. Il est ultra athlétique, c'est clair, mais quand même, il vient beaucoup aider. Il en a pris, je crois c'est 10. 30 points, 10 rebonds, c'est ça. Et il en a pris 10, voilà, exactement, tout à fait, Simon. Là, voilà, on le voit, les 10 rebonds. Il est le meilleur rebondeur de son équipe, genre de loin. La puissance dans l'attaque, très agressif, très puissant, très dynamique. Dynamique dans les lignes de passe. Et alors, quand en plus il met à 3 points comme là, et je sais plus à combien il est exactement. Mais à 3 points, là, il est à 6 sur 10 hier soir. Donc le poignet était bien et tout. Il a quelque chose de. 11 sur 22. Non, mais il a une réussite de ouf. C'est peut-être le seul truc qui est entre guillemets rassurant pour Boston, c'est de se dire eux ont été particulièrement maladroits pendant que les Sixers étaient particulièrement maladroits. Il y a les plans de jeu, mais il y a quand même la variance naturelle de l'adresse. Du coup, la fin de match n'est pas serrée. Non. C'est-à-dire que attention quand même côté Boston,
il y a une vraie réflexion défensive à avoir. En attaque, pour moi, je les vois pas trop changer de style. Il y a une question de réussite à 3 points. Il y a peut-être aussi un Tatum un peu plus discret qui, lui, est d'habitude le créateur un peu fluidificateur de tout ça. Il a été extraordinaire au premier match. Là, c'est plus compliqué. N'oublions pas qu'il a même pas à peine 20 matchs dans les pattes depuis qu'il a été absent 10 mois pour un tendon d'Achille rompu. C'est là que tu te dis qu'il c'est est quand peut-être même pas pas à 100%. Il laisse quand même Brown un peu seul en bien fin sûr. de match. Mais par contre, défensivement, il y a vraiment un sujet pour les Celtics. C'est que, ok, tu peux te dire Edgecombe et Maxey ne shooteront pas comme ça à chaque fois. Ok, mais on fait quoi du coup si c'est Paul George qui prend un peu plus feu, ou si Maxey peut shooter comme ça 3 matchs de suite. Là, il l'a fait, Maxey. Il peut shooter comme ça 3 matchs de suite. Il peut être régulier à un tel niveau sur la série. Edgecombe à voir, c'est quand même encore un rookie. Exactement. Mais Maxey, il a ce niveau élite maintenant, je pense. Donc les Celtics, pour moi, ne peuvent pas prendre le risque de parier là-dessus. Ils vont devoir adapter leur défense et défendre le pick and roll différemment. Je ne vois pas comment ils vont pouvoir continuer à drop, soit différemment, soit à drop autant. Avec d'autres. Moi, je vois plus. Je comprends. Oui, différemment, mais peut-être pas stratégiquement, peut-être juste en changeant les couvertures défensives. C'est ça, ouais. Moins de drop. Ou non, tu veux changer les rotations, enfin les adversaires, les oppositions. Genre, tu ferais quoi, par exemple les Sixers, en tout cas, je re-regarderai ce match de. Les Sixers jouent quand même 90%, c'est le backcourt qui fait tout le moteur du jeu. Même Paul George est assez. C'est vraiment. Complètement. Là, il n'y a pas de Bona en attaque. Il n'est pas servi. Il n'est pas utilisé. C'est normal. Il le pose mec. des écrans, Drummond un tout petit peu. D'ailleurs, il met un 3 points à un moment et tout. Mais Bona, ils le prennent pour ce qu'il est. Ils ont raison. Mais poseur d'écran, un peu drôle pour faire une menace. Il peut rater des lay-ups avec quasiment la main dans le cercle. Bona, il a vraiment des moufles. Hein. Je me demande dans quelle. Et les ailiers sont quand même relativement statiques. Je me demande dans quelle mesure toi-même, défensivement, dans une logique de pré-switch ou quoi, tu vas pas planquer quand tu l'as sur le terrain Keita ou Vucevic pour qu'il ait moins de travail. Planquer, c'est-à-dire le mettre sur un coin avec peut-être aider sur un shooter, revenir et tout. Quoi, tu les mets sur Oubré peut-être, et tout de suite, si Bona est vraiment pas ça, pour avoir tout de suite pouvoir enlever le 3 points maxi, avec par exemple un Jalen Brown ou un Tatum. Donc tu lui demandes de pas dropper. Et les ailiers viennent aider. Ouais. Et les ailiers viendraient plus aider au cercle. Il y a quelque chose peut-être à faire dans les couvertures défensives. Ce qui m'a surpris, c'est d'avoir non seulement toujours le même type de défense, mais avec toujours les mêmes hommes aux mêmes endroits pour les couvertures défensives. Et c'est là où tu te dis que Tatum notamment est quand même un corps grand. Et Tatum n'est pas du tout valorisé défensivement parce qu'en fait, il passe son temps à ne rien faire, à être face à Oubré comme ça, à attendre, à éventuellement aider si Maxey vient de son côté et recouvrir sur Oubré. Pendant que Vucevic est très exploité défensivement, doit naviguer. Après, c'est aussi l'intelligence de jeu de Maxey qui fait toujours venir pour lui poser un écran le mec qui a le pivot en face. Bien sûr. Normal. Mais alors, et du coup. Tu forces tu switches un peu moins, tu forces un peu plus dans les écrans. Je réfléchis, ou peut-être. Il faudrait revoir vraiment le match 2. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je préfère encore forcer Maxey à contourner, comme on l'a dit, parce que le pivot ou le joueur qui défend le pivot vient très haut et aller devoir au moins travailler un peu plus dans la possession, dans le nombre de passes et tout. Donc, je préfère quand même que ce soit Oubré ou Paul George dans le coin et avoir fait lâcher la balle à Maxey. Moi, les côtés, il y a un écran. Et par exemple, Derrick White est pris dans l'écran, Maxey cross, Maxey, il est tout seul à 3 points. Il peut pull-up ouvert. Ça, c'est pas possible. Donc, ça sous-entend que si c'est Derrick White le premier rideau et que tu viens faire des Vucevic et des Keita, ça sous-entend que tu leur demandes à Vucevic ou à Keita de ne pas drop sur Maxey qu'à la balle. Sinon, il va être ouvert. Parce qu'en fait, là, ce qui se passe beaucoup, c'est que derrière l'écran, quand c'est l'intérieur des Celtics qui est investi dans l'écran, clairement, la consigne était ne te jette pas, le mec est trop rapide. S'il commence à driver, s'il commence à driver, ça va être relou. C'était la consigne de à minima les 2 premiers cartons, quoi, tu vois. Donc, si tu changes cette consigne, que tu leur demandes de venir un peu, il faut tout de suite que là, Tatum et Brown soient prêts à venir aider, parce que Maxey va passer l'épaule. C'est pas Vucevic. Même Keita, qui est un intérieur rapide et athlétique, n'empêchera pas Maxey de passer l'épaule. C'est impossible. Vraiment, enfin pour moi, en tout cas, il est trop rapide. Quand son dribble est là, le mec main droite, main gauche, son petit coup de rein, là, je vois pas comment ils vont faire. Et donc, tu vas créer des décalages. Et si Brown et Tatum viennent aider, tu vas, comme tu disais, avoir des shoots, Paul George et Oubré. Donc, toi, tu préfères, à la limite, moins drop, quitte à ce que Maxey puisse pénétrer, venir aider et que ça soit des Paul George et des Oubré qui soient ouverts ou en tout cas qui aient le temps de shooter depuis les postes à 45 degrés ou dans le corner. Ça, et je me demande dans quelle mesure je change pas, quand Philadelphie a la balle dès le départ, je change pas mes assignements défensifs de manière à ce que ce soit moins simple
de cibler le drop du pivot, le drop de Vucevic ou de Keita pour être clair, parce qu'en fait c'est Tatum ou c'est même Jordan Walsh parce qu'il joue un peu plus, des gens comme ça qui sont impliqués dans cette action, qui se retrouvent impliqués dans le pick and roll axial de Tyrese Maxey spammé ad vitam aeternam par Nick Nurse. Non mais c'est vrai. Il y a trop souvent Vucevic qui recule en fait sur cette action. Il y a trop souvent Vucevic qui recule et ce qui est impressionnant aussi, c'est le côté là parce que là on décrit ce que la défense des Celtics devrait faire. Faut pas qu'on oublie aussi de dire que sous ces airs un peu comme ça, ouais, il n'y a pas Embiid et tout, la défense des Sixers, oui, elle est bonne. Elle aussi est responsable sur ce match 2 du mauvais pourcentage à 3 points des Celtics. C'est-à-dire qu'ils les ont un petit peu enfermés dans leurs ISO et dans leurs travers, sachant que les mecs allaient prendre les 3 points, en essayant de les contester au mieux possible. Donc si la défense des Sixers est capable de réfléchir comme ça à gêner ou à pousser l'attaque des Celtics dans un truc où ça peut s'enrayer, ce qui a été le cas au match 2, les Celtics doivent répondre sur ce truc. Et là, je vais montrer, parce que ça a été repris par le compte Twitter là, de Trash Talk. Regarde ce panier là, en fin de match là. Panier extrêmement important. On est à 91-89 pour les Sixers qui ont la balle. T'as l'écran de Drummond. Maxi prend l'autre côté. Regarde comment il. T'as vu comment il est loin, Keita. Une fois que. En plus, l'écran de Drummond il est balèze. Une fois que White est pris dans l'écran, c'est fini pour la défense de Boston. C'est pas possible. Et regarde là. Hop là, pareil. Ouais. Regarde comment c'est loin. Alors donc, là, White a compris tout de suite. Elle a lâché Paul George et est venu aider, mais c'est trop tard. Et Maxi est trop à droit. C'est beaucoup trop tard. Ouais. Et donc, c'est embêtant parce que c'est pas du tout dans le premier quart, ça. Ça, on est en fin de match, dans une fin de match à score serré. Et c'est là où moi, je dis que voilà, Mazzulla a fait une saison de coaching absolument incroyable. Dropper en fin de match sur ce Tyrese Maxey-là, c'est dangereux dans un match serré. Il va prendre les tirs. Alors après, tu peux toujours te dire, il va peut-être pas tous les mettre et tout, mais il va les prendre. Il va pas avoir peur là de ce pull-up. On vient d'en voir deux là qui font très très mal, franchement qui font très très mal, qui font un gap que les Celtics ne referont jamais. Non, c'est la fin de match de Maxey. Il est maladroit, il met 18 points sur la fin de match. Il fait une fin de match. Il est pas hyper adroit en début de match, mais il fait jouer les autres. Et il fait une fin de match de malade. Il fait une fin de match de malade parce que aussi la défense des Celtics se remet à drop fort sur lui au moment où justement il y a une vraie réflexion. Est-ce qu'à ce moment-là du match, tu as envie de laisser Maxey pouvoir pull-up tranquille? On a vu vraiment Keita qui était très très loin. Vraiment, je vais le remettre parce que c'est choquant. Hein. Comment il est loin. Regardez, on est là. Donc Maxey, hop, là il récupère le ballon. L'écran de Drummond. Et là, regardez comment il est loin, Keita. Parce que tu vois, au début, il y a 2-3 mouvements off-ball là, pour céder l'heure. Mais en fait, l'action principale, c'est un pick and roll dans l'axe meneur-pivot. Regardez Keita. Keita est là. Et les ailiers est en bas dans les coins, tu vois, Edgecombe d'un côté et de l'autre. Le spacing est bon. Et du coup, les ailiers peuvent pas venir écarter. Ils peuvent pas venir aider, ils sont trop loin. C'est très risqué. C'est là où je te dis que pour moi, pas le temps. Le fait que ce soit Keita seul, entre guillemets, à faire cette fois, ça me gêne. Ça, c'est très bien attaqué aussi, il faut le reconnaître, de la part des Sixers. Mais un plan aussi simple ne devrait pas fonctionner de manière aussi efficace. Mais Keita, clairement, doit être plus haut, quitte à se faire passer et donc à laisser des Tatum ou des Brown qui là peuvent venir aider une éventuelle attaque de cercle de Maxey. Tu vois par exemple rien que lui laisser le pull-up, c'est chaud. On continue, tu peux remettre l'image peut-être. Bien sûr. Tu vois là sur cette image arrêtée, si Tatum est à la place de Keita parce qu'il y a un pré-switch et que c'est Keita qui est dans la défense du dunker spot, je vois pas qui est devant Edgecombe, c'est Oubre, non? Tatum il est sur Oubre là défensivement. Tatum Bah tu vois, pour moi Keita devrait être sur Oubre. Je sais pas. Et Tatum plus haut. Pour moi Keita protège plus, devrait être là. Alors il y a ça aussi. Mais il devrait être là, quitte à ce que Maxey mette un petit coup de rein, tu vois, et passe, attaque le cercle. Je remets l'image, pardon. Le problème, c'est que si c'est le cas, tu as Tatum ici qui a le temps de venir par là. C'est vrai aussi. Protéger un peu son cercle. Et ils ont pas voulu proposer ce genre de défense. Ils ont surtout pas voulu proposer ce genre de situation à Tyrese Maxey. Keita est monté 2-3 fois un peu haut et tout de suite c'était puni par Maxey. Puni normal, mais là, il est puni sur son drop 2 fois de suite. C'est encore plus facile pour Maxey, c'est vrai. Et Maxey en pull-up à 3 points, c'est un des tout bons de la ligue. L'écran de Drummond étant bien costaud, Derrick White est un peu trop loin, il ne peut plus trop intervenir, alors que Derrick White, pour lutter à travers des écrans, c'est vraiment un joueur intéressant. Oui. Donc en fait, voilà, cette situation de match, c'était pour montrer que les Celtics ont été assez jusque-boutistes dans leur choix défensif. Exactement. Et ils se sont fait sanctionner. Là, on est très tactique sur cette vidéo, Alex, mais je trouve que c'est important dans cette série. Joe Mazzulla,
moi j'adore Joe Mazzulla parce qu'il y a un côté très pragmatique et no bullshit approche. Il n'y a pas de bêtises, les plans de jeu sont les bons, c'est intelligent. C'est ce qu'il faut faire sur le papier et c'est la méthode, le discours de la méthode, etc. Le seul problème, c'est qu'à un moment, il est peut-être trop dogmatique avec sa propre méthode et les adaptations en cours de match sont... comment dire, il est jusqu'au boutiste avec son idée. Ouais, puis surtout, attends, là, au-delà même du en cours de match, là, on voit que entre les deux matchs, il y a Nick Nurse qui a fait des petits ajustements défensif. Alors que Mazzulla a un plan de jeu, il s'y tient. Mazzulla, il s'est dit, bah, on les a défoncés, on va continuer. Ce qui peut paraître quand même logique. Hein. Mais effectivement, je suis très curieux de voir le match 3. Parce que c'est quoi le match 3? Les Celtics, ils vont se pointer, ils vont défendre encore en drop sur Maxi et sur Edgecomb. Enfin, surtout sur Maxi. Et laisser du Edgecomb comme ça off-ball et tout. Ouais. Attention, ça peut vite être dangereux. Ces Sixers ne vont rien lâcher. Ils savent qu'ils ne sont pas favoris. Ils savent que leur intérêt est de faire traîner la série pour espérer un retour de Joel Embiid. Bien sûr. Je rappelle que quand il y a Joel Embiid, tu as une possibilité de donner la balle au poste à un mec qui est chiant à défendre, qui peut jouer ton pivot à 1 contre 1 ou qui a une vraie belle qualité de passe, donc créer des nouvelles situations, des situations dans lesquelles tu n'es pas dans un pick and roll. Donc les Sixers vont pas lâcher. Ils ont récupéré l'avantage du terrain. Je veux dire qu'il aura autre chose à faire que drop sur les pick and roll dans l'axe. Hein. Ils ont récupéré l'avantage du terrain quand même, les Sixers. Je veux dire, Boston doit faire gaffe. Ouais. Boston doit vraiment faire gaffe, je trouve. Tu les vois comment les matchs 3-4 je te pose la petite question habituelle, là, à moins que tu aies encore des trucs à rajouter sur ce match 2. Hein, mais non, j'ai l'impression qu'on pourrait bien approfondir. Mais écoute, ce qui est bizarre, c'est la capacité à Boston à... Pourtant, tu vois, le début de match, c'est au moment où il y a le poster de Jalen Brown, là, par exemple, au début du match. Je sais plus combien il y a, mais ils sont... La violence du truc. Ils sont... Comment exprimer ça ? Boston a une capacité assez troublante à avoir des trous d'air. Et on l'a déjà vu dans les playoffs de l'an dernier, ça leur a coûté cher. Parce que moi, je suis plutôt du discours, ok, il y a la blessure de Tatum, mais il s'était déjà mis dans la merde avant, Boston. Avant la blessure de Tatum, je parle de l'année. Tu parles l'année dernière? Ouais, l'année dernière. Ouais. Attention à pas refaire le coup cette année et à pas se mettre en difficulté. Je veux rien enlever à Philadelphie, hein, mais il y a des choses comme ça. Quel est l'équilibre entre on a une méthode qui, si tout va bien, la plupart du temps, va nous amener très loin, ce qui est vrai, mais qui ne doit pas t'empêcher quand même de... C'est pas parce que de temps en temps tu t'adaptes que tu trahis ta méthode. C'est pas parce que de temps... Et je trouve qu'il y a un manque de pragmatisme, d'ajustement de petites choses dans la part de Mazzulla, parce que là c'est vraiment lui le coach, pour la peine, les joueurs exécutent le plan, qui est troublant et qui, je vais finir comme ça, mais imaginons que là, et je vois déjà les fans des Celtics, et je pense qu'ils seront d'accord avec ça, ils savent que l'an dernier, c'est parce qu'ils merdent, ils shootent 3 points, ils ratent trop 3 points, ils se retrouvent menés 2-0. Oui. Et ils perdent Attends, ils prennent des comebacks anormaux aussi. Voilà. Aussi à cause de leur défense. Hein. Et ils perdent l'avantage du terrain. Et puis ils le perdent 2 fois. Ouais. Là, ils ont déjà perdu l'avantage du terrain un petit peu à cause de leur fidélité au plan. Défensif comme offensif, on l'a bien expliqué. En fait, manque d'adaptabilité. Imaginons qu'ils se retrouvent à 2-2, qu'ils en reperdent encore un à Philadelphie, qu'ils n'arrivent pas à retourner complètement la série, qu'ils n'arrivent pas à remener 3-1, qu'ils arrivent à 2-2, que Embiid revienne. Tu sais que là, tu commences à te dire ah non, pas 2 fois, pas 2 années de suite, parce que ce serait gâcher des espoirs comme ça de titre et tout, parce que tu sais pas doser entre un plan qui est censé être parfait, mais auquel tu te tiens trop. Ça fait penser un peu aux Rockets de D'Antoni. Oui, il y a de ça. Après, ce côté juste au boutiste du tactique. Moi, là où je suis déçu, moi, c'est que je trouve que la défense de Boston pendant la régulière a été capable de montrer, de s'adapter. Et là, effectivement, on peut partir du principe que par rapport à ce qui avait très bien fonctionné au match 1, Philadelphie qui n'avait pas si bien shooté, et surtout eux, ils ont été très forts en attaque, donc ils les ont défoncés. Ok, on peut se dire, ok, Mazzulla, il avait envie de garder le même plan. Sauf qu'il y a quand même un truc là-dedans, moi, qui me gêne un peu, c'est que ces Sixers sans Embiid, c'est pas non plus une surprise de les voir jouer et abuser du pick and roll. Exactement. Genre, pardon, mais ils allaient faire quoi en fait? Tu t'attendais à quoi? Ouais. Donc ça me dérange un peu. Ça veut dire que si toi et moi on est capable d'y penser sur le canapé, je pense que dans le staff de Joe Mazzulla, il y a des types qui y pensent et qui ont disséqué la chose. Mais c'est pas évident. C'est pas évident dans quelle mesure tu restes figé sur ton plan et tu t'adaptes. C'est pas évident. Exactement. Donc c'est pour ça que ça va être très intéressant. C'est pour ça que quand on avait fait les previews, moi j'avais dit bon, les Celtics sont favoris effectivement, mais je vois bien les Sixers s'accrocher un peu dans cette série. Je crois que j'avais dit 4-2, je crois. Je sais plus. Attends, moi j'avais dit sweep, comme on me l'a fait remarquer dès ce matin. Tu sais que c'est Celtics qui sweep. Ah ouais, moi je non, moi j'étais pas là-dessus. Moi j'étais à 4-2 moi.
Moi, j'avais dit 4-2. Ce qui m'empêchait pas de voir J'avais des dit, matchs serrés, ouais. mais je les voyais avoir une maîtrise sur la série. Tu vois. Et bon, tu vois, par exemple, moi, je vois bien la série revenir à Boston. Elle va revenir à Boston de toute façon pour le Game 5, à 2-2. Ok. Moi aussi, c'est le plus logique. Un chacun. Et je pense que si c'est Et un les match 5 Sixers, immanquable. s'il y a les Sixers, parce que là, Maxi, il est très bon, mais il est pas en feu. Il prend feu en fin de match. Mais c'est pas un match où il est en feu. Il est en première quatrième mi-temps, quart-temps, il prend un peu feu. Ouais, grave. Mais en première mi-temps, c'est Edgecombe. Edgecombe met genre 20 points en première mi-temps. Drummond fait un très beau match et d'ailleurs Nurse, tu vois, c'est là où Nurse, il est très bon au fur et à mesure du match. Il a peut-être un plan moins fixe que il voit que Bona c'est compliqué. Le temps de jeu de Drummond augmente. Ouais. Il est plus malléable. Ouais. Mazzulla a quelque chose de plus têtu. Je suis d'accord. Et puis, je voudrais, pour finir un peu, parce qu'on a parlé de ça dans notre analyse tactique, ces Celtics là qui n'ont pas assez attaqué le cercle. Mais quand on voit l'action du dunk, le poster monstrueux là, de Jaylen Brown que je vous remets ici, Ouais, regardez ce qui se passe au début. Ouais, bon, moi je trouve ça chelou de siffler la technique. Ouais. En fait, avec le spacing des Celtics, vous voyez, vous avez Tatum, Keita dans le dunker spot, Tatum dans un corner, là-bas c'est Derrick White. Ouais, on le connaît le spacing. Hein. Là, ici, vous voyez, vous avez vu le spacing de Heuser là. Heuser laisse tomber, il est limite il se met très loin pour que Oubre ait beaucoup trop de distance à couvrir. Et en fait, c'est Maxi qui se retrouve à une sorte de 1 contre 1 contre Jaylen Brown. Maxi ne peut pas empêcher Jaylen Brown de passer l'épaule. C'est quasiment impossible. Jaylen Brown est lancé. Boum, t'as Bona qui essaye de venir faire une aide, mais Jaylen Brown lancé, c'est impossible. Voilà, il prend la technique et tout, il est dégoûté. Bon, ok, très bien. Mais si Jaylen Brown est mis plus souvent dans des situations pareilles, il faut qu'il aille au cercle. Ils ne pourront rien faire, les Sixers. Ils ont besoin de défendre, de faire des choix, mais comme tu l'as dit Simon, c'est pas si évident. Et ils ont besoin aussi d'apporter un tout petit peu plus de variété en attaque, parce que je pense vraiment que les ajustements défensifs des Sixers misent sur le fait que les Celtics vont pas trop changer d'attaque. Je suis d'accord. Et ils ont la possibilité, les playoffs, ceci, ça, c'est des détails. C'est que si Jaylen Brown et ou Tatum ou d'autres joueurs ajoutent un tout petit peu, 2-3 drives de plus, bien sûr, dans leur nombre de tirs pris, de toute façon, ça va être compliqué pour les Sixers. Ouais, tout à fait. C'est une équipe qui est un peu trop, qui a parfois du mal à sortir de sa zone de confort, de son plan de jeu et tout. J'ai mis beaucoup sur Mazzulla. Si ça se trouve, Mazzulla il dit aussi aux joueurs, soyez pas cons. Si vous voyez que les 3 points, ils anticipent, etc., ils les ferment, attaquez le cercle, puisque du coup, s'ils surdéfendent la ligne de 3 points, il y a des backdoors, il y a des choses comme ça. Peut-être que c'est les joueurs aussi qui se disent, je viens d'en rater un, mais je le sens bien, je reprends. Peut-être qu'ils spamment un peu trop les 3 points. Ça, j'en sais rien. On peut pas entre Mazzulla et les joueurs. Mais en tout cas, Boston, l'ensemble Boston, joueurs plus Mazzulla. Il y a un moment où Philadelphie défendait très haut, jouait les backdoors. Ils n'ont pas de vraie fixation intérieure. En fait, si, Vucevic aurait peut-être pu être servi un peu plus au poste. Mais ils en ont même pas tellement besoin. Normalement, non. Ils ont Jaylen Brown, un peu de Tatum. Ils ont un mec comme Pritchard qui a un bon handle et tout machin. Ils ont largement de quoi, en ISO ou derrière un écran, attaquer le cercle. C'est quoi? C'est Tyrese Maxey et Kelly Oubre et Paul George qui vont les empêcher d'aller au cercle. Surpris, quand même, il y a moyen. Donc là, bon. Et Brown dans la section de shoot, il prend 12-3 points, il en met, mais c'est beaucoup. C'est trop? Ouais, c'est un peu beaucoup. Bah, disons que sur 24 tirs, c'est la moitié. Toi, tu dis 2-2, tu dis même pas 3-1 Celtics. Toi, je m'attendais à ce que tu dises 3-1 Celtics. Bah, moi aussi, tu vois. Mais les Sixers m'ont surpris et. Je pense que les Celtics restent quand même favoris de cette série, quand même. Oh, faut pas déconner. Mais j'avoue que les Sixers ont fait un match 2. Ils ont fait vraiment le match qu'il fallait. Ils ont montré comment ils pouvaient faire chier les Celtics. Ouais. Les Celtics sont favoris, mais à eux de. Attention, si les Sixers prennent le 3. Là-bas, là, Philadelphie, ça va être un chaudron, le truc. Ils attendent que ça. Puis, parce qu'on le dit, mais Philadelphie-Boston, c'est la rivalité. Je trouve. Après, ça va nous annoncer Embiid de retour au match 5 et tout. Attention. Ouais. Attention. Toi, tu dis quoi finalement? Moi, je dis 2-2. 2-2, ouais, non, moi aussi. Peut-être parce que c'est une envie aussi, parce que le match 5 sera là vraiment exceptionnel. Je dis 2-2 et Boston qui se reprend, Game 5, Game 6, bim. Et il passe. Mais je pense que Philly, là, sur le match 3 et 4, ils vont en prendre un. En tout cas, cette victoire de Philly est aussi quelque chose de... Tu vois, là, pour les Sixers, c'était pas gagné qu'ils reprennent l'avantage du terrain.
On leur donnait vraiment au moment où l'appendicite tombe là pour jouer l'habitude. La saison est fixe, tu vois, tu sens tout le truc. Ouais. Parce qu'il y avait un enthousiasme sur la fin de saison. Finalement, alors c'est beaucoup Edgecombe et Maxi, mais je trouve quand même tout le groupe Drummond fait un vrai bon match. Paul George dans son rôle, Oubré et tout, respecte bien le truc, défend bien, il se donne. Il y a une vraie équipe. Ouais. C'est vraiment assez agréable. Le plan de jeu, encore une fois, structurellement, est assez simple et c'est pas mon basket préféré parce que c'est beaucoup quand même des arrières. C'est assez simpliste, on va de dire, la mais même- c'est efficace. ouais, de Par la- contre, il y a une identité collective d'équipe, de bagarre, il lâche rien. De la même manière que les Knicks ont raté certains bouts de leur match 2 et se sont fait du coup fumer par les Contre-Atlanta, Hawks, et ben il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. C'est-à-dire que t'as beau être favori, t'as beau avoir le meilleur effectif sur le papier. Ouais. Ok. Peut-être qu'ils n'ont pas regardé le match des Knicks. Il y a pas à Parce qu'ils auraient tortiller, été prévenus. que ce soit les Knicks ou les Celtics, ils viennent de se faire surprendre à domicile. Je sais pas si c'est par condescendance, parce qu'on n'en est pas là et tout, mais en tout cas, Non. ils viennent de se faire surprendre tactiquement. Et vraiment, les Celtics, c'était assez évident. Et ça, c'est toujours dangereux parce que les playoffs, ça se joue sur ce genre de détails. Donc bon, on a un partout dans cette série. Ouais. Match suivant, on va faire un tout petit tour de calendrier pour conclure. Match suivant, Boston, c'est là, c'est dans la nuit de vendredi à samedi à 1h du mat. Tout à fait. À Philadelphie, match immanquable, puisque... et le 4, donc lundi à 1h du mat aussi. Et dans la nuit de dimanche à lundi après, il y aura le match 4. 2 matchs très importants. Les deux équipes auront eu 3 jours, ouais c'est ça, pour se reposer un peu. Je pense que l'ambiance va être très chaude d'affilée. On rappelle que c'est 2 équipes qui s'aiment beaucoup. Je te disais, c'est la rivalité historique, je crois. Enfin, l'une des, ouais. Bah, c'est la plus. Tu sais que la Knicks Celtics, c'est pas mal aussi, non? Ouais, mais j'ai l'impression que Sixers, ça remonte un peu plus. Et c'est un peu le truc originel parce que si je dis pas de bêtises, mais c'est vraiment c'est Chamberlain Russell au départ, tu vois. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a un Chamberlain, Bill Russell en plus de l'époque de Philadelphie. Non, c'est vrai. Après, il y a Bird Irving et tout. Non, c'est clair, c'est clair. Je suis d'accord, non. J'ai hâte de voir ça. Ça fait des beaux matchs. J'ai hâte de voir ça. Voilà. Donnez-nous vos avis. Dites-nous comment les Celtics doivent reprendre la main. Bisous tout le monde. Bye bye. Ciao, ciao.